Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa TV. Nous entretenons aujourd'hui dans le cadre de cet entretien sur le livre, avec Jacques Didier Lavenir Mvom, sur l'ouvrage Cameroun 1962, Le train de la mort, un épisode tragique oublié de la guerre d'indépendance. Ouvrage fort utile au moment où le président français Emmanuel Macron a mis sur pied la commission sur la restitution de l'histoire du Cameroun, conduite par le Camerounais Big Bassi, l'artiste Big Bassi, et l'historienne française Karine Ramondi. Alors, Jacques Didier Lavenir, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez commis chez l'Harmattan en 2022 cet ouvrage Cameroun 1962, Le train de la mort, dans la collection Émergence africaine. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, que s'est-il passé le 1er février 1962 au Cameroun? Merci. Le 1er février 1962 au Cameroun a connu un épisode très tragique. Il s'agit de 54 prisonniers qui ont été considérés comme des prisonniers politiques qui se sont retrouvés dans un train en partance pour Yaoundé, mais dont la destination finale, ces gens-là, leur destination finale, c'était la prison de Yoko. Malheureusement, les ordres ont été changés à la dernière minute. Ça aurait pu être un voyage tout à fait banal, bien sûr que sécurisé, mais le wagon qui avait été destiné à ces gens était un wagon, ce qu'on appelait à l'époque de 3e classe, c'est-à-dire un wagon tout à fait normal, aéré, bon évidemment, pas avec le confort des 1re et 2e classes. Tout à fait. Mais juste avant le départ, alors que le train était déjà constitué en gare, il y a le responsable de la BMM à Douala, Brigade Mix Mobile à Douala, avec un conseiller militaire français qui sont arrivés en gare pour superviser ce départ, avec 20 gendarmes accompagnateurs. Et le français qui était là, conseiller technique ou assistant technique, a demandé au chef de gare de changer de wagon pour ces gens. En demandant de changer de wagon, il leur a exigé en même temps qu'on mette ces gens dans un wagon hermétique, donc qui n'avait pas d'aération. Un wagon normalement fait pour transporter des marchandises qui n'ont pas besoin, qui doivent éviter la fraîcheur en cours de transport. Cacao, ciment, riz et tout ce que vous voulez. C'est donc là qu'on va enfermer ces 54 personnes, dont je crois 3 enfants, et qui vont faire donc ce voyage de manière inhabituelle et qui vont, pour certains, périr en cours de route. Il y en aura 24 qui vont perdre la vie par asphyxie en cours de route et les autres vont être récupérés pour les conduire à leur destination finale, Yoko, mais avec escale à la prison de Yaoundé à l'époque. Voilà donc l'histoire du train de la mort, en fait. Ça a eu des répercussions. Parce que l'Église catholique est intervenue, qui a été mise au courant pour révéler cette affaire. Et surtout, le problème de l'Église catholique, c'était qu'on n'avait pas respecté les droits de l'homme, mais qu'il fallait au moins que les âmes des disparus puissent reposer en paix. Donc il fallait organiser une messe de requiem à la cathédrale de Yaoundé. Et ça, c'est Monseigneur Jean Zoa qui l'a fait. Voilà donc, grosso modo, retracer l'histoire du train de la mort. Mais justement, en écoutant ce bref aperçu et la fin, la bifurcation sur l'Église catholique, on remarque, après avoir lu également, il est mentionné, selon vous, que cette histoire était destinée, entre guillemets, à demeurer tue et cachée. Pour quelle raison? Pour une raison, à mon avis, là c'est vraiment à mon avis, pour une raison simple. Le voyage aurait pu se passer normalement, oui, qu'il n'y aurait pas eu le train de la mort, en fait. Mais ce changement d'ordre, depuis la gare de Douala,
a fait que 24 personnes ont péri au cours du voyage. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, par exemple, une bavure. Mais ça n'en était pas une, parce que manifestement, on a voulu que ces gens aillent dans le voyage dans ces conditions. Et on savait, et je le dis dans mon livre, mon père était cheminot. Et il a averti les gens du danger qu'il y avait à mettre des individus, des êtres humains et même des animaux dans ce genre de wagon. Alors, l'accident s'étant produit, il y a eu comme une panique au niveau, n'est-ce pas, des administrations camerounaises en charge de la sécurité. Et alors, dans la panique, il a fallu enterrer nuitamment, après l'arrivée du train en gare de Yaoundé, nuitamment, les 24 personnes disparues. Et on les a enterrées dans des fosses communes. Donc, à partir de là, personne n'aurait jamais su ce qui s'était passé. Sauf que, dans le fonctionnement de l'UPC, il y avait quelque chose de terrible, c'est que ces gens, ils maîtrisaient le renseignement et l'information à circuler jusqu'à arriver à Yaoundé au niveau de l'église catholique. Et c'est là que Monseigneur Jean Zoa, comme je vous l'ai dit tantôt, est intervenu pour dire il faut dire une messe quand même. Bon, malgré l'opposition qu'il a rencontrée de la part du gouvernement camerounais à Yaoundé. Il a tenu à dire sa messe à la cathédrale de Yaoundé. Donc, si Monseigneur Zoa ne l'avait pas publié, en fait, c'est publié par le journal de l'église catholique au Cameroun qui s'appelle l'Effort camerounais. Et cet Effort camerounais est produit à l'imprimerie Saint-Paul de Mvolier. Donc, le directeur de l'Effort camerounais, c'était un prêtre blanc, un prêtre français qui s'appelait Pierre Fertin. Lorsque Pierre Fertin publie donc cette affaire, il y a un bras de fer entre le gouvernement et le... D'ailleurs, immédiatement, une mesure administrative d'expulsion du territoire camerounais a été prise à son endroit. Donc, il est reparti, persona non grata, il a rejoint sa France natale. Donc, si ces deux-là n'avaient pas joué, n'est-ce pas, ce jeu, c'est une histoire qui serait, puisqu'on on aurait enterré les gens nuitamment, et puis bon, ce serait passé le lendemain, la vie aurait continué. Voilà pourquoi elle était destinée à être tuée. Sauf que, bon, comme on dit, un crime n'est jamais parfait. Il y a eu des fuites. Alors, a posteriori, après toutes ces années, peut-on imaginer, peut-on envisager des responsabilités précises, soit à l'attention des États, soit à l'attention de certains individus? À mon sens, excusez-moi, on peut les envisager. Parce que le contexte, et je mets cette affaire dans un contexte précis, le contexte était le contexte, n'est-ce pas, de la décolonisation. On était en pleine... La guerre de décolonisation n'était pas terminée au Cameroun. C'était un peu dans le maquis. Il y avait encore la guerre contre les gens qui étaient en forêt, les maquis, et même qui étaient en pleine ville, qui avaient leur relais en pleine ville. Il y avait aussi en même temps le contexte de la guerre froide. Donc, en réalité, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le procès de Nuremberg. Et dans ce procès de Nuremberg, on a situé des responsabilités. Parce que c'était, et c'est là qu'on a dit que lorsqu'il y a des crimes de guerre, il y a des crimes contre l'humanité, entre autres, je m'arrête un peu sur ces deux-là, et c'est ça qui s'est passé en réalité au Cameroun. Parce que les Français reconnaissaient qu'ils étaient en guerre encore au Cameroun, à ce moment-là. Donc, ce qui s'est passé là était un crime de guerre. Lorsque chez eux, il y a eu des déportations dans les mêmes conditions dans les trains, il y a eu des procès jusqu'aux États-Unis. On a situé les responsabilités et on a indemnisé les gens. Donc, au Cameroun, parce que, étant en situation de guerre, il y a eu, à vrai dire, ça, c'est un crime de guerre. C'est même encore aussi un crime contre l'humanité, si on analyse profondément. Donc, c'est des crimes imprescriptibles.
normalement dans le droit international. Par conséquent, ce crime peut encore faire l'objet d'un procès, étant donné que c'est imprescriptible. Donc, il y a eu les conventions de Genève, il y a eu tout le reste, les droits humanitaires et tout le reste, qui ont été des règles du droit international qui ont été prises avant 1962. Ça veut dire que 1962 rentre dans ce sillage-là et on peut donc fixer et la responsabilité du gouvernement camerounais et la responsabilité du gouvernement français et la responsabilité individuelle de certaines personnes. Donc, on peut, c'est faisable. Là, il ne reste que la volonté politique pour engager tout cela. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il faudrait peut-être que, puisque c'est un crime de cette nature, c'est possible, j'imagine que les avocats peuvent se constituer pour poursuivre l'État du Cameroun sur cette affaire, poursuivre l'État français, même jusqu'en France, pour cette affaire. Il faudrait aussi qu'il y ait une partie civile, c'est-à-dire que les descendants ou les ayants droit, ou je ne sais pas, de tous ceux qui sont décédés dans ce train, qui se constituent en association ou je ne sais pas quoi, et qui demandent justice. D'accord. Alors, vous, en tant que fils d'un témoin de cette tragédie, on va le dire comme ça, comment avez-vous vécu cette situation? Jusqu'à partir du voyage en train, les incarcérations et autres. Très mal, très mal. Parce qu'en fait, la plupart de ces gens qui étaient dans le train de la mort avaient d'abord été arrêtés par la police pour faire du militantisme dans l'UPC. Ils ont été arrêtés, ils ont été jugés. Et ces gens qui ont été jugés, on les a, pour la plupart, libérés faute de preuves. Parce qu'on prenait tout le monde pour maquisard, pour... Vraiment, on noircissait leur tableau. Mais quand ils ont été jugés, ils ont été ensuite libérés faute de preuves. C'est ainsi donc que mon père est libéré. Il est libéré, il arrive à la maison, j'avais peut-être 7 ans, il arrive à la maison, nous habitions. Il y a un immeuble qui existe encore en face de la police à Bonabéry. Il arrive à la maison, je suis tout content de revoir mon père. Le matin, il m'accompagne prendre le car parce que les cheminots avaient des cars pour transporter les enfants pour aller à l'école. Je suis content, je vais à l'école avec beaucoup de vaillance. Mais quand je reviens, mon père n'est plus à la maison. On est venu l'arrêter une deuxième fois. Je dois donc précipitamment quitter tout mon petit confort d'enfant, qui était... mon père était quand même cheminot. C'était pas la galère. Donc j'étais bien. Nous étions bien, mes frères et moi. Je dois donc rejoindre le village, mon grand-père, pour aller fréquenter là-bas. Vous n'imaginez pas un enfant de 7 ans qui était au petit soin avec ses parents, qui est séparé de ses parents. Dans cette affaire, ma mère a dû être affectée à Kribi, elle était infirmière, mais moi j'ai dû rentrer à Sanmelima, chez mon père, chez mon grand-père, aller fréquenter une école. Je connaissais le car pour aller à l'école, mais j'ai commencé à marcher à pied, 3 km à l'aller, 3 km au retour pour aller à l'école. 2 ans plus tard, on m'envoie dans une école plus loin, à la mission catholique d'Enden, à 10 km de là. Donc je n'habite même plus avec mon grand-père, j'avais 8 ans. Je dois aller habiter chez des oncles, des connaissances. Vous imaginez ce que ça peut faire pour un enfant? Je ne vois ni mon père, ni ma mère, ni mes frères. Mon grand-père, je le vois épisodiquement pendant les week-ends. Ça a été très difficile pour moi. Ça, au moins pour moi, mon père, lui, il a survécu, mais ça a été difficile. Et j'imagine que pour les autres qui étaient dans ma condition, c'était peut-être la même chose ou peut-être pire. Ouais. Alors, que sont devenus les survivants de cette période, de cet épisode de la vie? Auriez-vous une idée? À vrai dire, il n'y a que mon père et quelques-uns que j'ai connus, qui sont d'ailleurs tous décédés aujourd'hui. Mon père a été le dernier à mourir, à décéder là,
il y a moins d'un an. D'accord. 96 ans. Il a été très robuste parce que... Alors, il y en a que j'ai connus comme ça, qui vivaient encore avec mon père, avec qui on tournait avec mon père. Mais celui qui est le plus emblématique de ces gens-là, et dont je suis à la recherche des informations, et qui était le camarade et l'ami de mon père dans cette aventure, jusqu'à dans cette aventure. C'était des camarades cadres politiques de l'UPC et tout, et qui étaient dans cette aventure. C'est Jean-Paul Sendé. Ce Jean-Paul Sendé, son fils a été d'ailleurs, je crois, secrétaire général de l'UPC après. Il s'appelait le docteur Sendé, il est décédé récemment. Donc je suis en contact avec la famille. Je voudrais donc... Et comme beaucoup de gens me disent que le livre a été... Ils voulaient encore continuer à lire le livre, mais moi, comme j'avais un objectif, un canevas bien précis, je me suis arrêté là où je pouvais m'arrêter. Mais maintenant, on demande, et c'est peut-être ça, la suite de ces livres. Après le train de la mort 1962, QSD, que sont-ils devenus? C'est un travail que je viens de commencer. Je suis là-dessus. Et plusieurs sont morts, j'en ai connu certains. Mais plusieurs, bon, la plupart d'ailleurs, tout ce monde-là, ceux que j'ai connus jusqu'à mon père, ils sont décédés. Au moment où le président français vient de mettre sur pied la commission sur la reconstitution de l'histoire du Cameroun avec les archives de la France et celles du Cameroun, la France étant clairement impliquée dans cet ouvrage, à lire cet ouvrage, étant clairement... Bon, je reprends. Alors, au moment où le président français Emmanuel Macron vient de mettre sur pied la commission sur l'histoire du Cameroun, et à partir de ce bout d'histoire, l'on remarque que la France, du moins les officiels français, sont bien impliqués dans cette tragédie. Comment est-ce qu'on peut envisager une meilleure collaboration à partir de ces faits historiques, à partir de l'histoire commune de nos deux pays? Je voudrais dire que il faut qu'on se réconcilie d'abord avec nous-mêmes. Que les Camerounais se réconcilient d'abord avec leur histoire. Et ensuite, on verra la question avec la France. Il y a des Camerounais qui ont été impliqués dans cette histoire. Ici déjà, les archives nationales, parce que doivent s'ouvrir à nous-mêmes, à nos historiens. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces livres qu'on pourrait retrouver dans les archives au Cameroun, si on n'a pas détruit intentionnellement. Maintenant, avec la France, la collaboration, elle sera saine lorsque la France nous aura ouvert véritablement, totalement, les archives de cette période de leur passage au Cameroun et ce qui s'est passé. Parce que on peut nous dire, on ouvre les archives et puis on nous cache des choses. Mais comme nous voulons reconstituer notre histoire, chaque peuple d'ailleurs a droit à la connaissance de son histoire, à la connaissance de la trajectoire de sa marche. Donc, c'est lorsque la France nous aura ouvert les archives que ça pourra aller. Je voudrais aussi dire que dans ce travail, il faut qu'on soit à deux. Si le président Macron, lui, il a désigné les gens de son côté, il y a de très grands historiens camerounais qui devraient être associés à ce travail. Parce qu'il y a une question de point de vue. Il y a d'abord que notre jeune confrère qu'on a désigné dans cette commission, lorsqu'il va exploiter ces archives, il ne va pas les exploiter comme quelqu'un qui a à peu près l'âge de son père et qui est historien. Parce qu'il y a une différence d'approche et de perception, et il y a des connaissances qui ne sont même pas dans les livres que celui-là, lui, il possède. Donc, il faudrait que ce soit vraiment quelque chose de clair, de telle manière que ceux qui sont les historiens camerounais pourront mieux poser certaines questions pour dire nous n'avons pas, et tel passage, et tel truc qui s'est passé, il y a quelque chose qui manque ici. Donnez-nous ça. Parce que moi, quand j'écris comme ça, vous êtes nos jeunes enfants, vous êtes nos cadets même et tout,
vous ne connaissez pas cette histoire. Mais quand moi je l'écris, pour l'avoir vécu, je l'écris avec une certaine, je ne sais pas, je comprends l'environnement de cette période que vous ne pouvez pas véritablement connaître, comprendre. Donc il faut associer maintenant les historiens camerounais. Ils ont beaucoup écrit déjà sur le Cameroun, mais il faut les associer dans cette commission pour qu'on espère qu'en échangeant avec la commission que le président Macron lui l'a désigné de l'autre côté, on puisse tirer le maximum des informations nécessaires à notre connaissance de notre pays. C'est là que ces relations-là pourront être, à mon avis, apaisées dans le cadre de l'histoire du Cameroun. Et puis améliorées. Améliorées. Vous pourriez être une personne ressource utile à cette commission. Je ne suis pas un historien. Ce que j'ai fait là, j'ai fait juste œuvre de... J'ai présenté à mes concitoyens et au monde, n'est-ce pas, le témoignage de quelqu'un. Et ça, c'est rare, puisqu'il n'y en a pas qui peut vous dire ce qui s'est passé dans ce train. Et la chance, c'est que mon père était cheminot. La chance, c'est que mon père est, je dirais, un archiviste, parce qu'il était c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup. Et c'est ça la chance de cette affaire. Et j'ai beaucoup de documents qui pouvaient entrer dans les archives ici. Par exemple, il y a un questionnaire de 131 questions avec des réponses entières qu'il a données quand on préparait ces livres. Avec un historien. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, merci. Nous vous recommandons de nouveau cet ouvrage. Cameroun 1962, le train de la mort, un épisode tragique oublié de la guerre d'indépendance par Jacques Didier, L'Avenir Vom, avec une préface de Joseph Vincent Ntouda Ebodé. À très vite sur Africa TV. Merci.